Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'être avec nous dans Débriefing. Débriefing, émission d'opinion sur Bio1 Télévision. Chaque semaine, nous faisons le tour des questions qui agitent le débat public. Double rassemblement politique ce week-end. Le camp de Joseph Kabila en meeting au Stade Tata Raphaël. L'opposition en marche partout dans le pays. En jeu, la polémique sur la machine à voter. Et l'UDPS a jeté une sorte de pavé dans la mare. Le parti d'Étienne Tshisekedi se dit prêt à aller aux élections avec ou sans machine à voter. Tollé quasi général au sein de l'opposition. Autre actualité, Louise Mishikiwabo, nouvelle patronne de l'Organisation internationale de la francophonie. Question, est-ce que c'est toute l'Afrique qui gagne ou la RDC, qui a de relations difficiles avec le Rwanda, devrait se sentir mal à l'aise? Autre personnalité d'envergure dans cette émission, Denis Mukwege, surnommé l'homme qui répare les femmes, désormais prix Nobel. Tout le monde l'aime. Tout le monde en a parlé et on attend juste une photo, lui et le président Joseph Kabila par exemple. Béni, éternel épicentre des violences en RDC, rien que le week-end dernier, les rebelles ougandais des ADF Nalu ont tué 11 personnes et en ont kidnappé 15 autres. Question à 100 francs, à qui profite le crime? L'invité d'aujourd'hui, vous le connaissez déjà, il est passé dans des briefings il y a quelques mois. Stéphane Boissa, responsable du PPRD en Chine. Il y vit depuis une dizaine d'années. Il y est chef d'entreprise. Monsieur Boissa, bonsoir. Bonsoir. Je ne serai pas seul à l'interviewer. C'est une première dans le débriefing que des confrères soient avec moi. Oscar Kabamba, immense journaliste sur la RTNC. Son émission, c'est Point de vue. Oscar, bonsoir. Bonsoir, Mamina. L'autre, c'est Edmond, le micro. Bonsoir, Mamina. Bonsoir. Il faut s'y habituer, c'est un peu désagréable de ne pas avoir de micro-cravate, mais on est désolé, il y a une autre production à l'extérieur de Beyond, voilà pourquoi on n'a pas assez de micro-cravate pour tout le monde. Edmond Izouba, il est sur la RTV5, confrère, il se dit engagé, c'est ça, journaliste engagé. Journaliste engagé. Je présente l'émission Qui dirait, qui passe chaque vendredi à 22h et dimanche en rediffusion à 18h. Merci beaucoup. La première question, je vous la laisse. On commence par Béni. On sait qu'au lendemain de ces nouvelles violences, les populations sont descendues dans la rue en colère pour protester contre cette sorte de perpétuation des tueries dans cette région. Edmond Izouba, vous avez la première question. Merci beaucoup pour la parole. La population est en train de manifester contre les conséquences sans pour autant s'attaquer aux causes. Mais la situation dans la partie est de la République démocratique du Congo est visiblement devenue chaotique, je dirais, après l'entrée de l'AFDEL en RDC. Aujourd'hui, quel est l'héritage de Joseph Kabila sur le plan sécuritaire, tout en on le conjugue déjà au passé parce qu'il a pris la décision de se faire remplacer par son dauphin. Monsieur Boissa. Je tiens à vous remercier et je comprends bien le sentiment qui, en fait, est en train de se passer au fond de nos cœurs, parce que le peuple de Béni, nous compatissons avec eux, puisque ce qui les touche, nous touche également étant Congolais. Mais je compte au moins vous éclaircir sur certains points, parce que j'ai entendu parler que c'était le régime de Kabila ou après l'entrée de l'AFDEL que toutes ces choses se sont passées. Et je pense que là, peut-être, je ne sais pas si je suis mal informé, mais en regardant les archives, ce sont des événements qui se sont passés avant l'AFDEL, avant l'entrée de l'AFDEL. La recrudescence des guerres. Puisque la recrudescence des guerres qui s'est passée au Rwanda auprès de nos... 98 par exemple. Donc oui, et avant 98, c'était à l'époque de Mobutu, où il y a eu une masse de réfugiés qui ont quitté le Rwanda et certains pays... Au lendemain du génocide de 1994. Exactement, en 1994. Et c'est ce qui a fait qu'il y ait cette
installation des réfugiés qui sont venus avec les armes, puisqu'on les a laissés passer, puisque ça ne dépendait pas de l'époque. Si je comprends bien, du président Mobutu, je me pose la question pourquoi il n'a pas apaisé de son pas pour que ces gens n'entrent pas avec les armes. C'est-à-dire que nous avons hérité un système chaotique dont l'AFDEL, à l'époque, devrait en fait résoudre comme problème. Mais je dois vous dire que c'est un problème qui relève d'ordre international. C'est pourquoi il y a même l'ONU qui est là. Et nous faisons notre effort, parce qu'il y a des réfugiés rwandais, il y a des réfugiés ougandais qui sont là, et il y a d'autres, ce qu'on appelle des terroristes aujourd'hui, qui sont en train de semer le chaos à l'est de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, le gouvernement piloté par Bruno Tshibanda, sous le leadership du chef de l'État, nous sommes en train de prendre certaines mesures pour en fait stopper cette hémorragie. Tout en laissant quand même ces hostilités continuer. Alors, parce que vous avez dit que c'est une situation que vous avez héritée. Puisque vous allez donc la laisser sans pourtant la terminer. Vous parlez français, parce que quand on dit laisser, c'est trop fort. Laisser, c'est impossible. Comment on peut laisser que les choses se détériorent? Nous sommes devant, même la communauté internationale, même l'ONU, si vous posez la question aux représentants des Nations Unies, s'ils laissent que ces choses se perpétuent à l'Est, il vous dira non. Alors, deuxièmement, une deuxième question. La troisième. Très souvent, on remarque quand il y a des tueries, il y a des morts, le gouvernement ou carrément le président de la République réagit tardivement. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est un sentiment de culpabilité quelque part? De culpabilité, mais c'est un sentiment de responsabilité. Puisque vous voulez que les chefs de l'État prennent la place du vice-premier ministre de l'Intérieur, le professeur Arimova, puisque c'est son travail. Vous voulez que le président de la République prenne la place du ministre de Défense. Donc, il y a un gouvernement qui fait ce travail. Et le vice-premier ministre Arimova fait très bien son travail là-dessus. Donc, le chef de l'État supervise et il agit comme responsable dans tout ce qui se passe à l'Est. En attendant, on a le sentiment que et l'armée et les casques bleus sont incapables de mettre fin à ces tueries jusqu'à présent. Oscar, l'autre question. Alors, en attendant, monsieur Stéphane, la situation a trop duré, la population vit au quotidien la peur au ventre. Est-ce qu'on peut tenter une autre approche pour arriver à la paix qui est indispensable pour le développement et bientôt même indispensable pour les élections? Est-ce qu'on peut tenter une autre approche, c'est-à-dire celle du dialogue avec les ADF Nalou et même avec tous les autres groupes qui pullulent dans la région? Bon, je ne sais pas si on peut tenter ce dialogue, puisqu'il y a eu plusieurs dialogues qui se sont organisés à l'époque avec plusieurs... parce que le chef de l'État, vous voyez, c'est un homme ouvert, il a piloté plusieurs dialogues à l'époque pour que nous puissions en fait arrêter cette hémorragie. Mais je venais de vous dire que c'est un problème qui relève en fait de plusieurs aspects. Entre autres, c'est un problème qui est, à mon avis, international, dont nous devons. C'est pourquoi le chef de l'État, à un certain moment, lorsqu'il est allé aux Nations Unies, il a posé d'une manière ou d'une autre ce problème qui s'est passé à l'Est. Puisqu'il faut que cela s'arrête. Il faudrait que en fait, nos partenaires traditionnels voient comment est-ce qu'ils vont arrêter ces problèmes. Sinon, si la République démocratique du Congo aujourd'hui prenait des mesures braconnières, par exemple, de refouler tous ces gens vers leurs pays respectifs, que diront les représentants des Nations Unies? Ils vont nous condamner. Alors, mais entre-temps, il y a des morts chez nous. Est-ce que nous devrions continuer de subir toutes ces pressions ou de rester dans nos cases, de respecter toutes ces règles en attendant que nos peuples, nous allons vers une période électorale, ils peuvent nous sanctionner d'une manière ou d'une autre? Ce sont des questions que nous nous posons, parce qu'il y a
il y a un canal auquel le gouvernement congolais entre en concertation avec tous ses partenaires pour, d'une manière définitive, régler ces problèmes. En attendant, M. Bonsa, il y a quand même une interrogation qui plane presque dans toutes les têtes. Ces groupes armés sont pratiquement les étrangers. Pourquoi est-ce qu'ils ne s'attaquent pas à leur pays et plus particulièrement à l'Ouganda? Mais c'est la meilleure des questions qu'il fallait les poser. Parce que nous ne savons pas pourquoi ils le font. Est-ce qu'il s'est dit que la République du Congo, c'est un pays hospitalier et ils veulent manifester leur mécontentement ici, puisque je vous ai dit qu'ils sont entrés avec les armes. Et peut-être qu'ils n'arrivent pas à attaquer les pays d'où ils viennent et ils veulent faire du bruit et c'est du terrorisme. On ne soupçonne pas les originaires dans tous ces groupes? Les originaires. Oui. Des complicités internes. Des complicités internes, des Congolais. Vous savez, je ne sais pas, mais il faudrait faire des enquêtes là-dessus pour donner beaucoup plus de détails. Et ceux qui évoquent plutôt une guerre économique, parce que la République démocratique du Congo, dans sa partie est, c'est le coltan, c'est l'or, et les violences se concentrent autour des zones riches en minerais. Bon, cette réflexion, elle est tellement pertinente. Est-ce que les génocidaires, les systèmes génocidaires qui s'est passé au Rwanda avaient une connotation économique ou pas? C'est puisque dès le départ, ce sont des réfugiés qui ont quitté le Rwanda pour fuir la génocide et ils ont trouvé refuge chez nous. Et c'est vrai que ces gens-là, d'une manière ou d'une autre, je pense à mon avis que les systèmes des exploitations minières s'est développé lorsqu'ils étaient déjà en République du Congo. Mais dès le départ, à mon avis, en venant vers le Congo, peut-être qu'ils n'avaient pas cette pensée de piller nos ressources. Ça, c'est mon point de vue. Mais ça s'est développé puisqu'à un moment donné, ils ont pris ces goûts-là et c'est devenu dangereux pour notre pays. Et c'est pourquoi nous disons, nous devons protéger nos ressources et nous devons protéger notre population. Et ce sont des questions sensibles puisque nous ne connaissons pas exactement qui sont derrière ces ADF. Alors la situation s'accumule à celle d'autres dans différentes parties de la République. Il y a des conflits ethniques en interne dans l'Ituri. Il y a également, on parle même de la création d'une rébellion. Il y a également les réfugiés de l'Angola qui sont maintenant sans abri dans leur province au Kasaï. Est-ce que cette situation ne risque pas aujourd'hui d'empêcher ou de provoquer, par exemple, la non-tenue des élections? En tout cas, moi, je pourrais juste vous répondre en disant les réfugiés sont partout au monde. Et aujourd'hui, tous ces réfugiés, je me pose la question, pourquoi ils doivent en fait fomenter la rébellion? Je n'ai pas cette information. Et lorsque... On parle de FNL. C'est-à-dire? Je sais pas. Des bruits de bottes dans l'Est, une nouvelle rébellion en gestation. Et pourquoi? C'est-à-dire qu'ils veulent nous attaquer? C'est le résultat. Ils veulent attaquer notre résultat régime? d'une sorte d'enquête parlementaire. Je pense que si tel est le cas, alors la République prendra ses responsabilités pour régler ces problèmes le plus tôt possible. Alors, puisqu'on parle d'élections, les rassemblements prévus ce week-end et par la majorité et par l'opposition vont justement dans le sens de la mise en place de ces élections. En suivant les appels à manifester des opposants, j'ai retenu par exemple cette petite phrase de Vital Kamerhe qui appelle à manifester ce vendredi. L'opposition ne boycottera pas les élections. Il n'est pas question de la machine à voter qui n'a aucune base légale. L'opposition ne boycottera pas les élections. Pourquoi? Mais parce il que ne sera pas question. Il rejette. Vital Kamerhe et son parti rejette la vous machine voyez, à voter. c'est ce cercle vicieux. Pour lui, il n'y a pas de base légale pour la machine à voter. C'est ce cercle vicieux que nous condamnons. Écoutez, il ne faut pas prendre des gens comme des enfants. Dans le cours de syllogisme, lorsqu'on voit la logique des choses, moi déjà,
pour moi, je me dis que les compatriotes que vous venez de citer disent non aux élections. Ils ne veulent pas les dire ouvertement. C'est quoi la base légale? Je ne sais pas. Parce que tous les experts qui sont passés, même ceux qui sont passés dernièrement, ils ont conseillé aux partis politiques d'expliquer à leur peuple que la machine à voter était crédible. C'est ce qu'on les a demandé. Mais ils vont en fait développer un discours contraire. Contraire à ce dont les experts ont donné comme, je pourrais dire, conseil. Après bien sûr, tous les travaux qu'ils ont faits avec la CENI et les autres qui étaient là. C'est-à-dire que c'est juste pour dire, je ne vais pas ouvertement dire que je ne vais pas aller aux élections. Je dirais, j'irai aux élections, mais sans machine. C'est-à-dire, tant qu'il y a machine, il n'y a pas élection. La conclusion, c'est celle-là. Une dernière question. Oui, je sais pas, mais il y a un problème. Mais effectivement, c'est un paradoxe. Combattre la machine à voter, puis in fine, on s'est dit on va aux élections. Mais pour l'opposition, il y a un problème. On va aux élections, c'est pour ne pas cautionner, si vous voulez, l'intention du FCC qui chercherait à s'éterniser encore au pouvoir. Oh, l'intention du FCC. Mais FCC a quelle intention? Pour mettre le FCC au pied du mur. Écoutez, et qui n'aurait pas besoin on a d'élection. l'AMP qui est là. Pour moi, l'AMP, c'est quoi? En fait, c'est la majorité présidentielle. L'AMP est au pouvoir. Mais la FCC veut quoi? La FCC veut conquérir les pouvoirs. Mais on ne va pas interdire au FCC de conquérir le pouvoir, puisque c'est ça notre rôle. Si l'AMP a déjà le pouvoir qu'on a aujourd'hui, notre politique avec la FCC. Mais de quelle manière conquérir le pouvoir? Conquérir C'est le l'ambition pouvoir, de tout parti politique. Vous avez la réponse. Mais il faut les conquérir de manière honnête et vérité des urnes aussi. Je ne sais pas, ce que j'ai entendu un mot là, qui on parle de l'honnêteté, je ne sais pas si, comment je peux interpréter cela, mais la machine à voter est honnête. Mais l'honnêteté vient de la classe politique, de l'opposition qui veulent boycotter les élections. Est-ce que dans ces pays, lorsque nous sommes allés en 2006 aux élections, on a gagné les élections? C'était sa machine à voter. En 2011, c'était sa machine à voter. Mais pourquoi il y a eu ce décalage des élections? C'était à cause de l'opposition. Puisqu'ils avaient écrit partout au monde, soi-disant, il y a eu tricherie. Et que c'était eux qui avaient gagné. Mais l'honnêteté démocratique fait que quand on publie les résultats des urnes, et c'est celui qu'on proclame comme gagnant, c'est celui qui gagne. Et il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, nous voulons, le FCC veut juste gagner les élections. Nous voulons ces élections. Nous réclamons à cri ces élections. Les querelles byzantines n'en finissent pas sur cette machine à voter. Elles sont au bout du compte lassantes. Mais on a l'impression que ni à l'opposition ni à la majorité, personne ne s'interroge sur la crédibilité de la traçabilité des résultats des 90 000 bureaux de vote, puisqu'il y en aura 90 000, c'est complètement fou, des résultats de ces 90 000 bureaux de vote vers la centrale à Kinshasa. La traçabilité des résultats. Je pense, à mon avis, le vrai problème est politique. Parce que toutes les partis politiques de l'opposition, pour eux, je ne vais pas les citer, chacun se voit déjà président de la République. Et même si nous partons dans la logique dont vous venez de dire, puisque c'est cette logique-là dont les choses se font, ils vont boycotter. Ils vont monter les choses aux enchères pour, en fait, donner un autre message qui est celle de ce que vous venez de dire. Mais nous, de notre côté, on n'a rien à cacher, puisque nous ne serons pas seuls. Il y aura des gens que vous trouvez plus honnêtes
que les Congolais qui seront là pour nous accompagner. Alors, la diaspora congolaise, permettez-moi, Mamina, une petite question. La diaspora congolaise de Chine qui n'ira pas aux élections. D'Asie d'ailleurs. Ça c'est connu, il faut des moyens et des temps, comme avait dit la CENI. Est-ce que cette situation, en fait, avait arrangé tous nos compatriotes qui vivent avec vous en Chine? En fait, ils sont nombreux de combien, à peu près? La délégation, en fait, la population, la communauté congolaise vivant en Chine est stagnante. On n'a pas, en fait, elle n'est pas fixe, puisque la plupart de la communauté congolaise vivant en Chine, ce sont des étudiants. Mais on estime. Et bon, l'estimation, d'une manière générale, chaque année, nous avons à peu près 50, plus de 20 étudiants qui arrivent en Chine et il y a d'autres qui terminent et qui rentrent. Ça, c'est du point de vue académique. Mais il y a d'autres Congolais qui sont à Guangzhou. Hein, là, ce sont des hommes d'affaires et qui font leur business, hein, où on doit effectivement, d'une manière ou d'une autre, savoir leur nombre exact. Pour voir comment est-ce que la République peut leur venir en aide, puisqu'il y a un problème d'immigration qui se pose d'une manière ou d'une autre. Alors, qu'est-ce qu'ils disent des élections? D'abord, pour l'Asie, pour la Chine, nous nous réjouissons. Pourquoi? Parce que nous allons vers les élections. Et qu'après les élections, on va continuer la construction de notre pays. C'est ça pour la diaspora d'Asie, puisqu'on a plus cette tendance économique, hein, des affaires, et s'il n'y a pas élection au Congo, et c'est là nous inquiète plus. Donc notre tendance à nous, c'est de dire, nous soutenons la volonté du gouvernement qui veut que nous partions aux élections pour qu'il y ait tranquillité et développement. On va parler de Louise Mushikiwabo, hein, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, très proche de Paul Kagame, nouvelle patronne de l'Organisation internationale de la francophonie. Ce rapprochement entre le Rwanda et la France, est-ce que ça devrait faire peur à notre pays, d'après vous? À mon avis, ça ne peut pas nous faire peur. Pour deux raisons. Parce que le Rwanda, c'est un pays africain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Avec qui on n'est pas très amis. Hein, on n'est pas très amis, ça ne sera pas éternel. Je pense qu'à un certain moment, nous devons voir les choses autrement. Puisque, vous savez, si le Rwanda aujourd'hui se développe et qu'il a une leadership, puisque nous sommes en compétition, en fait, le pays africain, du point de vue développement. Mais s'il arrivait que le Rwanda, à un certain moment, en fait, puisse équilibrer son développement et qu'il puisse nouer des stratégies de développement avec la France, tant mieux, c'est bon pour son peuple. Nous, étant que peuple africain, nous acclamons, en dehors des conflits qui, je ne sais pas, qui peut exister entre les deux États. Nous avons chez nous Isabelle Chombé, qui est aussi au sein de la francophonie, qui avait le profil pour occuper ce poste, mais on ne l'a pas boosté, on ne l'a pas proposé. Pourquoi? En tout cas, c'est une question qui relève purement de la francophonie. De la francophonie ou de notre gouvernement? C'est le Rwanda qui a proposé Mushikiwabo. Oui. On pouvait faire autant avec Isabelle Chombé ou toute autre personne. En fait, c'est pas seulement... Oui, ces choix a été fait par rapport aux normes qui régissent cette institution. Et la plupart des pays africains ont en fait voté pour notre... c'est-à-dire la ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Et nous, de notre côté, on n'avait pas de marge de manœuvre. Donc on n'avait pas de candidat à proposer. Mais là, vous voulez
Moi, je ne sais pas comment je peux donner un candidat lorsque je sais d'avance par rapport à mes services qui me donnent des informations que mon candidat ne passera pas. Puisque, peut-être pourquoi il ne passera pas, puisque il y a la plupart des pays africains, vu, je ne sais pas, qui vont voter pour la ministre des Affaires étrangères. C'est-à-dire qu'on était bien informés d'avance et on doit garder... On n'avait pas anticipé, on n'a rien fait, on a gobé. Vous voulez qu'on fasse quoi? Les réalités historiques font que la RDC soit un peu plus loin de Rwanda, vu certaines réalités. Au prochain sommet, guerres. croisons les doigts, au prochain sommet. Alors il on faut sera attendre peut-être 4 candidat. ans de souffrance. Alors, Non, la pourquoi question... vous dites 4 ans de souffrance? Non, parce qu'aujourd'hui... mais c'est la question que moi je voudrais savoir. Pourquoi, puisque ça va passer à la télé, les gens vont nous suivre. Pourquoi vous dites 4 ans de souffrance? Il n'y aura pas de souffrance. Je voulais vous répondre par une question. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, le Rwanda a des leçons, par exemple, de certaines valeurs démocratiques à donner à la RDC? Je vais vous répondre par question. Est-ce qu'aujourd'hui la France a des leçons à donner au Rwanda par rapport à ce que vous venez de dire? Non, mais c'est qu'il faut comprendre, excusez-moi. Oui. Alors, vous devez répondre. Je vous ai répondu, puisque le président Macron était clair là-dessus, puisqu'il a eu également des problèmes autour de son staff. Pourquoi le Rwanda? Il a expliqué. Ce n'était pas nous. Et aujourd'hui, la France, pour tous ceux qui nous suivent, on sous-entend que c'est un pays le plus démocratisé du monde. Oui, mais monsieur Bonsa, Mais excusez-moi. qui copine avec le Rwanda, très contesté du point de vue démocratie et droits de l'homme. Michael Jean, la sortante, a même parlé d'une décision politique. Oscar. Alors, est-ce que M. Kiwabo n'a pas été une imposition de la France à nous, les pays francophones, puisque Macron a voulu, en fait, utiliser cette voie pour se rapprocher davantage du Rwanda, qui était, si vous voulez, en guerre depuis des années. Depuis le génocide. Mais c'est ça, je sais. Moi, Ce n'était pas les choix des Africains. Mais on n'a pas compris que subitement, les Africains puissent en fait s'allier directement aux choix proposés par la France. Je ne sais pas, parce que... Un pays devenu anglophone. À mon entendement, les lignes ont beaucoup bougé, puisque étant qu'Africain, étant que membre du PPRD, lorsqu'on dit qu'on a imposé les choix, je ne me sens pas à l'aise. C'est comme si vous voulez dire... Excusez-moi, parce que c'est comme si vous voulez dire par là que les Africains ou nos chefs d'État ne pèsent pas. Mais il faut voir quelle est la balance que nous avons. Parce que l'Afrique, c'est vrai, nous sommes membres de la francophonie, mais il y a plusieurs États. L'Asie également, il y a des États qui ont également voté. Hein? C'est-à-dire que nous, de notre côté... Nous avons juste dit, si par exemple, moi je parle du point de vue des intérêts, pas politiques, je parle des intérêts économiques. S'il arrivait que la ministre des Affaires étrangères étant africaine et qu'elle pouvait plaider pour les causes, par exemple, je ne sais pas, c'est son problème, mais nous de notre côté, nous disons, on est déçus, on va se rattraper le mandat prochain. 4 ans après, on verra ce qui va se passer. Okay, en attendant qu'on nous dise combien de temps il nous reste, on va parler de Denis Mukwege, prix Nobel de la paix. C'est le premier Congolais qui a cet honneur, échelle planétaire. La Terre entière en a parlé. Vous l'avez félicité sur Instagram, Facebook, Twitter en fait, ou vous avez boudé comme certains? Non, j'ai beaucoup plus réfléchi. Est-ce que je devais féliciter? Je devais envoyer un message de félicitations? Qu'est-ce que j'allais faire? J'ai réfléchi au fond de moi. J'ai posé la question à ma conscience et je me dis que si j'envoyais un texto peut-être de félicitations au docteur Mukwege, peut-être ça va les choquer. Puisque moi, donner ce prix Nobel de la paix, puisqu'elle est en train de soigner des femmes, c'est comme si on est en train de donner un message, je pourrais dire... à la communauté internationale que le Congo, c'est un État où... Vous voyez, donc, c'est dans ce sens-là, moi, je me suis dit... Un État où... vous n'avez pas terminé votre phrase. Un État où, par exemple, où la communauté internationale n'arrive pas
à travailler ou à suivre les recommandations de la République démocratique du Congo pour arrêter ces massacres. Puisque nous leur donnons en fait certaines recommandations que eux peut-être appliquent de leur façon, conformément aux conventions qui nous lient. Mais moi, j'aurais préféré qu'ils travaillent, qu'ils renforcent des capacités pour arrêter cette guerre, pour que la femme congolaise qui souffre à Béni ne puisse plus subir ce qui se passe actuellement. Mais le problème, c'est que... Pourquoi le gouvernement ne l'a pas félicité jusqu'à aujourd'hui? Mais vous posez toujours des questions. Vous voulez que moi étant un individu, je vous dis, le docteur c'est un fils du pays. Mais lorsque les autres l'ont félicité, c'est le gouvernement également qui l'a fait. Non, le problème, mais si c'est vous que... voulez que ce soit officiel. Monsieur Bonsa, le problème, c'est que, en fait, on n'a pas senti une effervescence dans les milieux politiques, une effervescence qu'appellerait en fait un tel prix. Alors là, je pose la question. Oui. Est-ce que Mukwege est ennemi du pouvoir de Kinshasa? J'ajoute, est-ce qu'il fait peur? Mukwege est ennemi. Mais oui, il fait peur. Est-ce qu'il fait peur? Moi, ça m'étonne. Mukwege est ennemi. Oui, mais pourquoi c'est froideur? Non, on doit faire la part des choses. Mukwege n'est pas ennemi, il est fils de ces pays. Mukwege ne fait pas peur. Hein? C'est pourquoi même Mukwege... Son carnet d'adresse fait peur. Il a été fait docteur honoris causa dans des universités de renommée internationale. Il rencontre souvent les opposants. Et rencontrer... Bon, si je pouvais vous donner mon carnet d'adresse. Bon, non, on a posé une question. Est-ce que c'est parce qu'il fait peur? Je vous donne mon carnet d'adresse, je me rencontre chaque fois avec tel ministre à l'étranger, je vis mon travail, vu tout ce que j'ai fait. Vous n'avez pas eu les honneurs de Harvard, la plus grande université. Les honneurs, écoutez, je ne souhaiterais pas que toutes ces institutions ou ces organisations... Vous n'avez pas eu le prix Sakharov. Écoutez, moi, nous travaillons pour les Congos. Nous voulons que la guerre s'arrête. Nous voulons... Qu'est-ce que vous attendez de Mukwege qu'il fasse concrètement nous attendons de lui pour mettre fin aux violences dans l'Est? Qu'est-ce que nous attendons de lui? Nous voulons qu'il puisse voter comme tout Congolais le 23 décembre. Seulement. Seulement. Ouais, et c'est qu'il fait. Parce qu'à vous entendre parler, on a senti que il a une sorte de responsabilité à travers ce prix par rapport à ce qui se passe dans l'Est. Moi, c'est pas le prix Nobel étant que je félicite qu'on a donné, mais je pense que ces prix-là, d'une manière ou d'une autre, le sens de ces prix-là ne m'arrange pas. Puisque ce qu'elle fait, c'est la conséquence d'une guerre qui est à l'Est. Le seul cadeau, le seul prix Nobel qu'on pouvait donner au docteur Mukwege, c'est le sens des responsabilités que la communauté internationale peut se joindre aux efforts du gouvernement congolais pour arrêter. Et vous constaterez que Mukwege sera tranquille et il n'y aura plus des universités qui vont peut-être l'inviter pour faire certaines exposés que vous citez aujourd'hui. Mais si ça continue, c'est que peut-être, quelque part, je ne vais pas finir, vous comprenez. On va mettre certaines valeurs ajoutées. Dans l'histoire du prix Nobel, rares sont des Africains. Pour ne pas dire et vous êtes content aujourd'hui que les rares des Africains, qu'on donne le prix Nobel de la paix, que cela soit uniquement focalisé sur des viols. Mais mon Dieu, moi je me sens gêné. Mais il y a beaucoup de professeurs d'université ici qui méritent plus que ça. Il y a beaucoup de Congolais ici qui méritent cette attention. Comme qui? Mais est-ce que quelque part... Comme qui, par exemple? Oui. Mais écoutez, je ne veux pas de polémique, mais vous savez qu'il y a quelqu'un qui a respecté la Constitution. Ah. Et ça mérite un prix Nobel? Non, ça mérite les encouragements. Pour avoir respecté la Constitution? Non, ça mérite les encouragements. Pourquoi? Écoutez, pourquoi j'ai dit que la Constitution est faite pour être vieux? Non, pourquoi? Parce qu'il y a eu des intentions. Vous savez, il y a eu des intentions. On nous a accusés qu'on voulait violer la Constitution.
Il y a eu des délégations qui ont, je pourrais dire, jeté leur argent pour organiser des conférences à l'international. Mais je ne veux pas un prix Nobel puisque c'était sa responsabilité, même des encouragements. Oui, étant donné que... Ça, c'est du point de vue politique. Paul Biya vient d'entrer dans son 7e mandat. Idriss Déby, on est à son 5e. Paul Kagame et Sassou Nguesso font leur 3e mandat tranquille. C'est par rapport peut-être à ça que vous dites que... Un prix Nobel pour le chef, il a dit, il a fait. Il a dit, dans la Constitution, donc lui, il a juste dit qu'il va respecter, et il a respecté la Constitution. Ça vous surprend que Paul Biya fasse un 7e mandat? Là, vous parlez d'un pays africain. Je suis jaloux quand on parle des pays africains. Moi, je pense que ils savent pourquoi ils gardent ces systèmes-là. 7e mandat. Je ne sais pas, 7e, 8e, 10e, c'est le Cameroun. Aucune critique de la communauté internationale. Mais c'est là où ça... Je ne sais pas si ça blesse ou ça fait l'air joie. Peut-être. Mais nous, au Congo, nous respectons la Constitution, mais... Vous aurez voulu que Joseph Kabila fasse un 3e mandat, honnêtement. Mais je vous dis, il a respecté la Constitution. Vous, Stéphane Bouansa, vous aviez envie que Joseph Kabila reste. Moi, Stéphane Bouansa, j'ai envie que la politique, la philosophie du développement de Joseph Kabila reste. Vous critiquez le prix de Mukwege, le fait qu'il soit consacré sur les viols, mais les victimes... Non, nuance. Je n'ai pas critiqué. Sinon, vous risquerez de croire que nous, on est des opposants au docteur. J'ai juste dit que cette connotation-là... Vous avez regretté, en fait. J'ai regretté puisqu'on nous donne un prix Nobel de quoi? Bon, il y a des victimes, quand même. Des victimes des victimes de viols. Qui les ont assassinés? Et pourquoi vous ne venez pas nous aider pour arrêter cette guerre? Des victimes de viols. Qui les ont violés? Très souvent pourquoi ils sont là? Très souvent par des rebelles. Très souvent les aussi terroristes. Par notre armée. Beaucoup sont jugés d'ailleurs. Certains militaires qui commettent des bavures. Est-ce que, quelque part, vous accusez le gouvernement d'irresponsabilité? Parce que Mukwege les fait bénévolement. Écoutez, bénévolement... moi, je ne sais pas s'il y a du bénévole, sincèrement. Parce que même dans les ONG, il y a des gens qui financent. Alors, je ne vois pas du bénévole. Alors, pour vous, M. Bouansa, ce prix n'a pas de sens? Ce prix a un sens. Et c'est ce sens-là que je veux qu'on change demain. C'est-à-dire? C'est-à-dire... Nous voulons que le Congo soit en paix. Le prix que nous voulons aujourd'hui est que tous les Congolais vivent en paix et qu'il y ait développement et qu'on laisse les docteurs s'occuper d'autres choses. Puisque tout ce qui se passe là-bas, à Béni, c'est ce que les docteurs condamnent. Et c'est ce que nous combattons. Vous avez évoqué au début la crise dans l'Est du pays devait être traitée au niveau international. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait une conférence internationale sur la paix dans l'Est? Qu'est-ce qu'il faut? Nous disons à nos amis, à nos partenaires. C'est ce que je disais. Qu'est-ce qu'il faut? Ils doivent nous écouter. Ils doivent nous écouter. C'est notre maison. Nous les avons invités. Nous savons comment nos frères se comportent. Du coup, en dehors de tout ce qui est comme texte conventionnel, ils doivent nous écouter. Et s'ils nous écoutaient religieusement, cette guerre va terminer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la RDC, sur le plan diplomatique, est encore aussi forte qu'on peut l'espérer aujourd'hui et arriver à obtenir ce que vous cherchez? La force... Une conférence avec les pays de la sous-région, avec également entre guillemets, les donateurs, les grandes puissances. Les grandes puissances. On a des stratégies qu'on a mis en place qui réussissent. Vous savez, avec la CIRGL, la conférence internationale sur la paix dans les Grands Lacs, mais on a l'impression que ça ne donne rien. Ça veut dire qu'il faut... Non, vous avez l'impression. Mais la réalité n'est pas celle-là, puisque nous travaillons en silence. La réalité est que la RDC est en train de subir
la pression des autres. Vous avez des Congolais qui sont chassés de l'Angola comme si, de manière inhumaine. Vous avez des rebelles, des étrangers qui viennent tuer en République démocratique du Congo. En réalité, la République est prise en étau. Mais sur le plan diplomatique, aucun effort, ni dans la sous-région, ni sur le plan continental. Non, du point de vue, si vous voulez parler de la diplomatie, cette procédure, elle est longue. Hein? Parce qu'il faut consulter. Il n'y a pas de procédure d'urgence, il n'y a pas un État qui réagit face à un autre État. Il n'y a pas de mesure de réciprocité. Le Congo n'est pas en guerre contre un État voisin. Vous comprenez? Pour qu'il y ait urgence et qu'on puisse envoyer des policiers ou quoi, il faut négocier. Même dans un état de guerre, lorsqu'on veut récupérer, rapatrier nos compatriotes qui sont dans un état ou l'autre qui est en guerre, il y a des procédures. Il y a une crise entre la RDC et l'Angola. D'après vous, plus de 200 000 migrants, c'est comme ça qu'on les appelle, congolais, chassés avec violence de l'Angola. Bon, moi je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y a crise. Il n'y a pas crise puisque s'il y aura crise, il faudrait d'abord voir la crise en fonction du respect des rapatriements au niveau des Nations Unies. Puisque la crise, elle sera, je pourrais dire, internationale à ce moment-là. Mais ceux qui souffrent, ceux qui payent les prix, c'est les Congolais. C'est pourquoi il faut nous laisser un peu le temps. Combien les temps? Non. Est-ce que vous en avez encore? Les temps. En fait, l'expérience nous dit que si vous allez vite, vous allez faire beaucoup d'erreurs et ça peut vous coûter plus cher. Alors, parlons de vous ne savez l'Angola. pas ce qui se Justement, cache Ça sera la dernière question parce qu'on a terminé. Justement, la dernière question. Parlons de l'Angola, monsieur Stéphane. Est-ce que finalement, il ne faut pas appliquer la loi du talion? D'autant plus que ce n'est pas la première fois qu'il y a des expulsions massives et brutales de la part de ses voisins. Les expulsions, il y en aura toujours. Aujourd'hui, demain, après 50 ans, Oui, mais pas il y en toujours aura dans la toujours. brutalité. Vous savez, l'homme, dans son intérieur, celui qui exécute l'ordre qu'on donne, des fois, il est souvent brutal, même si la loi ne l'est pas. Si nous voulons appliquer la loi qui n'est pas brutale, alors à ce moment-là, nous attendons et il y a déjà des procédures qui sont en marche. C'était fini, hein? On a fait 45 minutes d'émission. Votre conclusion, Stéphane Bouantsa, vous êtes du PPRD, le parti présidentiel, vous vivez en Chine et vous êtes venu ici quelques temps et comme à l'accoutumée, quand vous passez à Kinshasa, vous venez à Biouane pour parler à l'opinion à travers cette émission. Le mot de la fin, moi je vous remercie pour cette opportunité que vous nous offrez et je vais demander au peuple congolais de s'organiser pour aller aux élections et pour voter massivement pour notre candidat Emmanuel Shadari. On peut vous demander pourquoi on voterait pour lui? Puisque, vous savez, nous sommes dans un processus de développement auquel nous croyons, malgré les ingérences, que nous devons continuer notre programme pour en fait booster les Congos vers le développement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Oscar Kabamba était également des nôtres sur la RTNC. Son émission, c'est Point de vue. Edmond Izuba était également là. Je suis sur quelle caméra? Je suis perdu là. Là Edmond Izuba est également avec nous. Son émission, c'est Qui dit vrai sur RTV5. Et tout naturellement, vous suivrez cette émission sur RTV5 chez Edmond et sur la RTNC chez Oscar. En rediffusion sur B1, c'est demain, jeudi à 7h15, vendredi également à 7h15. On se retrouve mercredi prochain pour un autre débriefing.